Monsieur le Président de la République, cher Nicolas Sarkozy, Monsieur le ministre de la Culture, cher Franck Riester, je voudrais saluer à mon tour les parlementaires qui sont ici. Je voudrais saluer le président de la métropole du Grand Paris, tous les représentants de l'État, les élus. Alors, il y a dans cette salle des grands acteurs de l'Île-de-France. Il y a des présidents d'universités, il y a des présidents d'entreprises de transport, il y a des présidents d'établissements publics, il y a des élus. Et donc, je ne les saluerai pas tous parce que j'en oublierai. Il y a aussi les représentants des architectes, des paysagistes, des aménageurs, des constructeurs. Il y a des représentants des entreprises, du réseau associatif. Et s'ils sont ici, c'est peut-être parce que, comme nous, ils s'intéressent à ce formidable projet du Grand Paris. Alors, je voudrais exprimer, en notre nom à tous, chers amis, le plaisir et l'honneur que j'ai de vous voir si nombreux pour inaugurer, 40 ans après la dernière édition, la première biennale internationale de l'architecture et du paysage de la région Île-de-France. Et je tiens, vous le comprendrez, à remercier tout particulièrement Nicolas Sarkozy de l'honneur et de l'amitié qu'il nous fait d'être parmi nous ce matin. Je tiens... Mais je vais y revenir. Je tiens à remercier aussi tous les parrains bienveillants, sans lesquels ce pari un peu fou de ressusciter 40 ans après une biennale architecturale en Île-de-France n'aurait jamais vu le jour. Alors, vous le savez peut-être, mais je suis passionnée d'architecture et de paysage, et j'avais pris cet engagement en 2015 parce qu'il me semblait que la première région d'Europe ne pouvait pas se passer d'une réflexion approfondie sur la ville, ses visages et ses transformations. Mais, vous le comprendrez, je veux ici, en notre nom à tous, remercier chaleureusement notre commissaire général de choc, François de Mazières, qui nous a proposé l'écrin incomparable de Versailles pour accueillir l'événement. Il faut le dire, sans François, rien, je dis bien rien, n'aurait été possible. Alors merci ensuite à Jean-Christophe Quinton, le directeur de l'École nationale supérieure d'architecture de Versailles, à Vincent Pifteau, le directeur de l'École nationale supérieure du paysage, qui ont porté les deux grandes expositions qui forment l'épine dorsale de cette biennale sur la ville créatrice et la ville fertile, avec Augure de Jamel Clouche et Le goût du paysage d'Alexandre Chemetov. Merci à Jean-Luc Martinez et à toute l'équipe du Louvre qui nous ont ouvert, avec Catherine Pégard et le château de Versailles, cette incomparable galerie des moulages pour enraciner notre biennale dans les chefs-d'œuvre de notre histoire européenne. Merci à nouveau à Catherine Pégard et à toute l'équipe du château de Versailles pour avoir organisé, en miroir de la biennale, une exposition inédite sur les rêves d'architectes, toutes les transformations auxquelles le château de Versailles a échappé depuis Louis XIV. Merci à Franck Riester, ministre de la Culture. Merci à toutes ses équipes et singulièrement à cette directrice de l'architecture. Merci plus largement à l'État à travers toutes les tutelles des différents organismes qui ont pris part à la biennale, parce que l'État a porté un regard bienveillant et jamais bloquant sur notre un peu folle initiative. Merci à Nicolas Gilsoul, dont l'exposition photographique Échappée belle sur les villes résilientes du monde entier est source d'inspiration, au même titre qu'elle donne à voir tous les paysages remarquables que la région a restaurés avec notre agence des espaces verts depuis des décennies. Merci enfin à tous nos partenaires, la Société du Grand Paris et Thierry Dallard, qui travaillent d'arrache-pied à enfin concrétiser le Grand Paris Express, la 3e génération des transports en Île-de-France, qui transformera durablement la région. Merci à Grand Paris Aménagement, à son directeur général Thierry Lajoie, au Forum métropolitain et son président Vincent Jeanbrun, à l'établissement public d'aménagement de Paris-Saclay, Philippe Vandemal, son directeur général, à la Solidéo et son directeur général Nicolas Ferrand, parce que dans l'ancien hôtel des Postes, on va parler à la fois des routes du futur, de Saclay, des JO et des nouveaux quartiers du Grand Paris. Les maquettes de tous ces grands projets urbains seront données à voir au public. Alors, vous le voyez, cette biennale ressemble au génie français. C'est une œuvre singulière, conçue et exécutée avec
très peu de moyens financiers, mais avec une énergie collective à soulever les montagnes. Parce que le défi nous a tous enthousiasmés, nous voulions être au rendez-vous du Grand Paris. Monsieur le Président de la République, cher Nicolas, il y a tout juste 10 ans très précisément, le 29 avril 2009, à l'occasion d'un discours fondateur à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine, vous offriez au monde une vision puissante qui avait vocation à transformer radicalement le visage de la région capitale et avec elle de toute la France. L'Île-de-France était alors une belle endormie, une région certes prospère, mais au leadership contesté par les autres métropoles en Europe et dans le monde. Endormie et néanmoins immense par sa taille, le nombre de ses habitants, l'Île-de-France était en réalité un colosse aux pieds d'argile. Il y a 10 ans, vous avez senti qu'il fallait redonner un souffle à la région capitale, lui rendre vie. Vous avez senti qu'il fallait réveiller la belle endormie. L'ambition du Grand Paris, c'était de rendre à l'Île-de-France toute son ampleur, d'en faire à nouveau le moteur économique de la France, pour qu'elle devienne la carte maîtresse de la France en Europe et dans le monde. L'exigence du Grand Paris, c'était de penser le développement de Paris dans une perspective beaucoup plus large que les limites du périphérique, que les limites de la petite couronne, beaucoup plus large que celles de l'Île-de-France. Alors vos paroles que je viens de citer résonnent encore aujourd'hui d'une actualité pressante. Parce qu'il y a 10 ans, vous nous avez lancé une invitation à interroger nos limites, qu'elles soient géographiques, administratives, politiques et sociales. Une invitation à les dépasser, ces limites, pour que la France et tous les Français soient les gagnants des grandes mutations qui caractérisent notre époque. Malheureusement, il faut le dire, vos successeurs n'ont pas été au rendez-vous. Ils n'ont pas pris la mesure de cette vision. Ils ont réduit le Grand Paris à une strate administrative supplémentaire et à un grand métro, qui est certes indispensable, cher Thierry, mais qui a accumulé les surcoûts et les retards. Eh bien, moi, le souffle de votre discours, l'évidence de votre vision, je les ai puissamment ressentis à l'époque, et à la place qui est la mienne, je veux les incarner. Ce faisant, nous serons fidèles au général de Gaulle, qui voulait déjà à l'époque rééquilibrer le développement des régions françaises et pour cela décentraliser davantage l'action publique. Son projet pour la France, n'oubliez pas notre région, où il avait fait, déjà à l'époque, le triste constat de la saturation des réseaux de transport et de l'urbanisation incontrôlée qui défigurait le paysage régional. Il fallait remettre de l'ordre dans l'aménagement de la région capitale. Et pour cela, de Gaulle put compter sur le génie visionnaire de Paul Delouvrier, à l'œuvre duquel nous puisons toujours aujourd'hui. Sa première idée fut de faire de l'Île-de-France une région polycentrique, battant de nombreux cœurs urbains pour que chaque habitant puisse accéder à tout près de chez lui. Sa deuxième idée fut de marier la ville avec les espaces naturels et agricoles, parce que chaque être humain a besoin de respirer, de se ressourcer au vert, au contact de la nature. La troisième intuition fut de connecter ces nouvelles centralités pour les rendre indépendantes de Paris. Une région innervée par de grands axes de transport modernes qui relient non seulement les nouveaux pôles à Paris, mais qui permettent également de faire circuler l'énergie entre eux. Alors qu'à l'époque, l'automobile était l'alpha et l'oméga du transport, Delouvrier a osé inventer une mobilité de masse et repenser le réseau de transport en commun. Voilà pourquoi, voilà comment est né le principe du RER. Alors faire revivre ces trois idées, le polycentrisme, le mariage de la nature et de la ville, et la connexion, les remettre à l'ordre du jour, voilà à mes yeux le fil conducteur pour construire l'Île-de-France de demain. Paul Delouvrier fut le père des villes nouvelles. Il nous revient à nous, ses héritiers, de construire des villes humaines. Parce que la ville ne doit pas être un espace de contrainte qui étouffe la vie, mais au contraire le creuset d'une vie épanouissante et stimulante. Alors qu'au nom de la rationalité, un certain urbanisme au XXe siècle a défiguré nos villes, alors qu'une certaine conception de la modernité a conduit à bétonner et artificialiser les espaces, il est temps de tisser des liens plus forts, des liens nouveaux entre l'homme, la ville et la nature. J'appelle de mes vœux la fondation d'une nouvelle modernité autour du thème de cette biennale. Alors l'homme, la nature et la ville, l'ordre des mots compte aussi. Partir des besoins de l'homme,
des femmes et des hommes qui naissent, qui vivent, qui créent, qui imaginent, qui espèrent, et intégrer la nature au cœur même des villes qu'ils habitent. En Île-de-France, cela se traduit en actes pour réconcilier les territoires, leurs habitants, pour que notre région marche sur ses deux jambes, la ville et la nature. Certains, à contresens de l'histoire, me semble-t-il, du besoin de résilience collective, ont imaginé une métropole hors sol qui était réduite à la zone la plus dense de Paris et de la petite couronne, coupée de ses confluences vitales. Moi, je crois au contraire qu'il est urgent d'inscrire le Grand Paris dans la réalité d'un territoire plus vaste, à dimension régionale, qui lui permet de faire face aux grands défis du réchauffement climatique, de la pollution, d'être durable et d'être solidaire. Rappelons que le blé, le pain, les fruits et les légumes, c'est le goût des paysages et des fermes de l'Île-de-France. Rappelons que l'eau que boivent les Parisiens vient des captages de grande couronne. Rappelons que ce sont les terres agricoles et les massifs forestiers qui seuls peuvent fixer le carbone émis par la centralité minérale. Réconcilier l'homme, la nature et la ville, c'est dessiner une stratégie pour faire de l'Île-de-France une région métropole écologique et solidaire unique au monde. Alors, nous nous sommes engagés à remettre du vert dans la vie des Franciliens, nous nous sommes engagés à devenir producteurs nets d'espaces verts d'ici 2024 et que chaque Francilien puisse accéder à un espace vert à moins de 15 minutes de chez lui. Ce sont les prescriptions de l'OMS. Pour cela, nous avons déjà créé ou aménagé 100 hectares d'espaces verts depuis 2016, du parc de la Poudrerie à la Corniche des Forts, auxquels s'ajoutent 300 hectares du Bois Saint-Martin que nous allons cette année ouvrir enfin au public. Et nous planterons cette année, cher Nicolas, il nous aura fallu 10 ans, le premier arbre de la forêt de Pierrelet, cette forêt d'1 million d'arbres que tu nous invitais à créer à l'ouest de Roissy, 10 ans plus tard. Réconcilier l'homme, la nature et la ville face au fléau du mal-logement, ça veut dire également construire plus, et je n'ai pas peur de le dire, mais construire mieux et construire beau. Beau parce que tous les Franciliens le méritent. Et c'est ce que nous voulons faire en soutenant la création de 100 quartiers innovants et écologiques en Île-de-France. Déjà plus de 40 sont en train de voir le jour. C'est aussi l'objectif, cher Patrick, du concours Inventons, la métropole du Grand Paris, dont tu portes les projets audacieux qui devront évidemment être concrétisés à l'avenir. Alors Rome ne s'est pas faite en un jour. La transformation de nos villes réclame de notre part une réflexion nourrie, continue et collective. Comment, pendant si longtemps, avons-nous pu nous passer d'une biennale de l'architecture et du paysage en Île-de-France ? Je vous propose de lancer ensemble la réflexion sur la ville du futur. Imaginons ensemble une nouvelle urbanité. Elle pourrait reposer sur 5 piliers. Le premier, ce serait le ménagement. Le ménagement, c'est un aménagement qui ménage et préserve l'espace et les ressources. Fini la tentation conquérante de l'extension urbaine, démodée la définition appauvrissante de la croissance quand elle se fait au détriment des espaces ouverts, à bannir tout ce qui nous prive des richesses des paysages naturels et vivants. Après le ménagement, le deuxième pilier, c'est celui de la proximité, pour insuffler un nouvel esprit village dans toute la région. L'esprit village, c'est un esprit de solidarité, d'entraide, de fraternité, qui tient au fait très simple que qu'on trouve au même endroit des lieux d'habitation, de vie, mais aussi des commerces et des entreprises. On met fin à la fonction unique des territoires. On s'inscrit résolument contre le métro boulot dodo et on transforme la manière d'habiter l'espace. Alors comment faire d'une métropole aussi grande et urbaine que l'Île-de-France, comment l'aider à retrouver cet esprit village, des vies de quartiers équilibrés aussi bien à la ville qu'à la campagne? Eh bien d'abord, il faut rapprocher les habitants, c'est la mission des transports. Mais l'esprit village, c'est aussi un indicateur de qualité de vie. Qualité de vie avec plus de services, plus de loisirs, plus de commerce, et qu'on puisse se rencontrer dans nos villes. L'esprit village, c'est aussi la possibilité d'habiter et de travailler au même endroit, en rompant avec la réalité des cités dortoirs, pour que nos territoires soient des lieux d'épanouissement. C'est pour ces 3 raisons que je mène la révolution des transports en Île-de-France, pour des transports plus fiables, plus collectifs, plus sûrs, innovants et décarbonés. J'ai la conviction que la ville durable, la métropole écologique, c'est celle dans laquelle on se déplace plus facilement et où on a moins besoin de sa voiture. C'est pour ça que depuis mon arrivée à la tête de la région, nous avons engagé 24 milliards d'euros d'investissement pour rénover les trains, les RER, construire et étendre des nouvelles lignes, faire venir des bus propres jusqu'à la Grande Couronne, développer l'usage du vélo. La révolution des transports, elle investit aussi la route, parce que c'est un petit peu
has-been de concevoir la route du XXe siècle polluante et bruyante dès lors qu'on peut inventer un nouveau véhicule qui ne sera plus polluant ni bruyant. La route redeviendrait un chemin. À nous d'inventer aussi le véhicule autonome dans la vallée de la Seine, le véhicule du futur. Et puis, il faut réinventer le travail, la façon de travailler, avec le télétravail, avec les tiers-lieux, avec la possibilité aussi de lisser ses horaires. La ville humaine est une ville intelligente. Elle intègre de manière raisonnée le numérique et l'innovation, parce que les nouvelles technologies nous ouvrent des perspectives encore impensables il y a seulement 10 ans. Parce que la ville connectée, qu'on appelle en bon français dans le texte Smart City, plutôt Smart Région, est maintenant une réalité. Parce qu'enfin, c'est ici en Île-de-France qu'on en a fait l'expérience des bâtiments intelligents, aux véhicules autonomes, à la vidéoprotection, en passant par la conception d'un double numérique de la région. Tout cela est possible avec les simulations 3D, les capteurs, l'usage des big data, la précision informatique et nos laboratoires de recherche. Et pourtant, tout cela ne sera désirable qu'à une seule condition, que ces outils améliorent vraiment la vie de chacun en respectant la protection de nos libertés, qu'ils permettent à chacun de s'inscrire dans un territoire pour y écrire son histoire. Et c'est à nous d'y veiller. Alors le 4e pilier de nos villes humaines, c'est la solidarité entre les territoires et les habitants. Parce que l'Île-de-France ne doit exclure personne. Elle doit reconnaître la même dignité à chacun, à Paris, en banlieue, dans les quartiers populaires, dans les territoires ruraux, où qu'on habite, et donner à chacun sa chance de réussir. Alors, oui, nous voulons en finir avec les quartiers ghettos et leurs grands ensembles, parce que c'est un urbanisme dont nous ne voulons plus. Nous commençons par reconstruire les quartiers en y faisant revenir des classes moyennes, grâce à un dispositif anti-ghetto pour qu'on arrête de construire du logement très social, là où il y en a déjà plus de 30%. Concentrer toute la détresse sociale au même endroit, voilà l'erreur dont nous ne voulons plus. Et c'est sans doute cela une vraie rupture, de la même façon que nous luttons contre les marchands de sommeil et tous ceux qui font commerce de la misère. Ensuite, nous voulons désenclaver et investir massivement dans les quartiers populaires pour des projets de transport, de logement, d'équipement. Nous y investirons au moins 2 milliards d'euros dans les années qui viennent. Le saupoudrage, ça ne fonctionne pas. C'est un électrochoc que nous devons opérer en banlieue autour d'un triptyque autorité, mixité, réussite. Cette philosophie de la solidarité qui se laisse voir en actes, nous la portons sur tout le territoire francilien et singulièrement en grande couronne, singulièrement dans les territoires ruraux. Parce que la France périphérique, celle des Gilets jaunes, elle commence à 40 km de Paris et que nous devons veiller à résorber toutes les fractures territoriales. Il est grand temps de rééquilibrer vraiment l'Île-de-France d'ouest en est. Et c'est dans cet esprit que je souhaite faire émerger des projets de développement ambitieux dans chaque département pour développer et donner corps à un polycentrisme équilibrant. Sa clé sera la Silicon Valley européenne, la santé du futur se dessine dans le Val-de-Marne, la ville durable et le tourisme se développeront à Marne-la-Vallée, les industries créatives et le luxe en Seine-Saint-Denis, les véhicules du futur en Vallée de Seine, la finance à la Défense et le grand axe aéronautique entre Roissy et le Bourget. 40% de la recherche française se concentre en Île-de-France et c'est pour cela que nous ambitionnons de devenir la capitale européenne de l'intelligence artificielle et de mettre celle-ci au service de notre qualité de vie. Alors, il y a quand même un 5e et dernier pilier qui doit présider à tout aménagement futur. C'est la participation et le débat. L'urbanisme ne peut plus être le fruit de la verticalité. Nous allons faire une place particulière dans la biennale à l'expression de toutes les convictions et à l'expression de toutes les expériences. Voilà mon sentiment, mes convictions pour dessiner un modèle original de métropole à la française qui réconcilierait durablement l'homme, la nature et la ville. Ces enjeux, nous en sommes collectivement dépositaires. Et je sais que nous allons pouvoir nous appuyer pour cela sur le talent, l'imagination créatrice, la compréhension des problèmes et des situations, l'intelligence collective des professionnels de l'architecture, de l'urbanisme et du paysage. Ils sont au cœur de la biennale que nous inaugurons aujourd'hui, parce qu'ils sont au cœur du projet métropolitain de la région. Alors au départ de ce projet, il y avait l'atelier international du Grand Paris et ses équipes d'architectes et d'urbanisme. Ils sont ici, ils seront ici toute la journée pour vous présenter leurs projets. Jamel Clouche, Jean Nouvel, Elisabeth et Christian de Portes-en-Parc, Dominique Perrault, Antoine Grimbach, Richard Rogers, Yves Lyon, Winnie Masse, Roland Castro, Patrick Bouchin et tant d'autres que je salue chaleureusement.
Dans la vie du projet, il y a les 40 équipes qui travaillent sur les gares du Grand Paris Express ou sur les projets Inventons la métropole du Grand Paris. Baragny, Viguier, Vezzoni, Villemode, Vallode, Pistre, Gazeau, Kengo Kuma et tous les autres. Plus que jamais, nous avons besoin des architectes, des paysagistes et des entreprises qui aideront à l'aménagement de l'Île-de-France. Nous voulons profiter de cette biennale à la région pour nouer une nouvelle relation avec le monde de l'architecture et du paysage. Chaque année, nous remettrons désormais des grands prix régionaux de l'architecture pour des réalisations dans les domaines du logement, des équipements publics ou de l'éco-construction. Nous nouerons une relation privilégiée avec les écoles d'architecture et du paysage, leurs 300 enseignants et leurs 5000 étudiants. Et chaque année, la région décernera pour chaque école 3 prix de diplôme. Nous encouragerons les expérimentations de coopération entre écoles, lycées professionnels et centres de formation d'apprentis. C'est une mission que j'ai décidé de confier à notre ami Patrick Bouchin, que vous connaissez tous ici. Alors notre région veut accueillir les fleurons de l'architecture de demain, mais elle est aussi profondément attachée à celle d'hier et à son patrimoine inestimable. L'Île-de-France est environ 4000 monuments protégés. C'est notre trésor commun, à nous de le restaurer, à nous de le préserver. Pour chacun d'entre nous, l'incendie de Notre-Dame de Paris a été une immense émotion. Il a donné lieu à une réaction nationale et mondiale à la hauteur de ce monument unique, marque du génie des bâtisseurs du Moyen-Âge. La région s'est immédiatement mobilisée en urgence avec toutes les autres collectivités, mais le plus bouleversant, ça a été la ferveur du soutien populaire. Alors, soyons fiers de la générosité qui a permis de rassembler pour Notre-Dame des dons si généreux. Au demeurant, je suis de celles qui pensent que si le montant des dons excède à l'avenir celui des dépenses à prévoir, un grand fonds de dotation dédié à la rénovation de notre patrimoine devrait être créé en accord avec les donateurs qui le souhaitent, Monsieur le Ministre, parce qu'il n'est pas question de détourner les dons de leur objectif. Enfin, il me semble que certains des grands donateurs pourraient décider que leur geste puisse être redistribué vers le patrimoine. Parce que soyons lucides, derrière le drame de Notre-Dame, il y a des années de délaissement. Mais j'en parle sous le contrôle de Frédéric Mitterrand, qui nous fait l'honneur d'être là. Les crédits d'État n'ont jamais rattrapé la baisse historique qu'ils ont subie au budget 2013. Et ici, en Île-de-France, nous n'avons pas non plus trouvé un budget à la hauteur. C'est pour ça que nous avons dû entièrement rénover la politique patrimoniale de la région. Nous avons doublé les crédits affectés à cette politique. La région intervient désormais sur près de 200 sites et nous avons créé un label patrimoine d'intérêt régional pour soutenir un patrimoine non protégé qui, jusqu'à présent, ne bénéficiait d'aucun autre soutien. Alors oui, il y a entre un territoire et son patrimoine un lien tel que porter atteinte à l'un, c'est défaire l'autre. Et notre biennale aujourd'hui, vous l'avez compris, elle s'enracine dans la galerie des moulages du Louvre et de Versailles, dans les rêves d'architectes pour le château. Elle marie ainsi les racines du passé et les ailes de l'avenir. C'est pourquoi, après 17 ans de délaissement, j'ai l'ambition de porter en Île-de-France un plan inédit pour le patrimoine qui, au-delà de son volet financier, développera la formation et la visibilité des métiers du patrimoine, ainsi que la valorisation touristique des lieux. Cela se fera en juin, à l'occasion des Assises du patrimoine d'Île-de-France. Et j'y associerai évidemment tous les acteurs du patrimoine, les élus, les associations, les scientifiques et les professionnels, les particuliers, les administrations, celles de l'État et des collectivités, pour que nous fixions ensemble un cap, une ambition et une méthode. Ainsi, je vous propose d'ajouter aujourd'hui à la BAP un second P, celui de patrimoine. Pour conclure, laissez-moi adresser ce matin un appel solennel au président de la République, Emmanuel Macron. Monsieur le Président, pendant plusieurs semaines, nous allons ici, à la Biennale, à Versailles, ensemble, inventer et faire vivre le Grand Paris de demain. Ces projets, nous pouvons les mener ensemble pour faire de l'Île-de-France une métropole phare qui inspirera toutes les autres, un modèle unique pour le monde entier. Monsieur le Président de la République, il vous appartient aujourd'hui de relever l'étendard, de reprendre le flambeau du Grand Paris. Ce Grand Paris est confronté aux défis de notre siècle, des vagues migratoires au réchauffement climatique, de la pollution à la révolution numérique. Il devra être créatif, résilient et fertile à la fois pour construire une région métropole attractive, écologique et solidaire
une métropole à visage humain. Nous sommes déjà en action. Nous vous attendons. Merci à tous.